tous, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de l'auteur au libraire. Aujourd'hui, vous allez voir, l'humain sera à l'honneur dans l'émission pour une belle raison, parce qu'on parle de faits vécus. Nos deux auteurs avec qui on va avoir le plaisir de partager aujourd'hui, vous allez le voir, ont mis un petit peu de leur vie personnelle au travers des pages et des livres qu'on vous fera découvrir. J'accueille d'abord Julien Thibault pour le livre À la recherche d'Angie. Bonjour Julien. Bonjour. On aura aussi Madame Lucie Perelman pour le livre Vieux un jour, rebelle toujours. Lucie, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je dois avouer, j'ai tout le temps un coup de cœur pour les couvertures de nos différents auteurs, mais la photo des deux personnes derrière vous, Lucie, vaut 1 million de dollars. Rappelons bien sûr que vos livres sont disponibles aux éditions Crescendo. Quand on parle des faits vécus, il y a quelque chose d'un petit peu magique. On dirait que la curiosité humaine s'emballe automatiquement parce qu'on se dit qu'il y a un petit peu de vrai à travers ces livres-là. Comment c'était pour vous, cette aventure-là, de vouloir écrire un livre, un roman, à saveur réelle, avec des ingrédients de la vraie vie? Julien? Comment c'était? J'ai essayé le plus possible que ça soit pas trop collé sur ma réalité. Je voulais que ça se demeure un roman. Bon, est-ce que c'est une autofiction un peu? Dans le fond, ce que je dis tout le temps, c'est que Guillaume, mon personnage, c'est mon alter ego. Alors, j'ai fait vivre... Je me suis servi de Guillaume pour moi-même vivre comme exutoire d'un sens. OK. Les faits sont changés. J'ai pas vécu une vie tout à fait comme celle de Guillaume. Guillaume n'a pas d'enfant, moi j'ai 2 enfants. Mais les lieux où il a voyagé, j'y ai été. Mais surtout les émotions que Guillaume vit à travers toutes ses expériences. Les hauts comme les bas, ça aussi, je les ai vécus. C'est ça que je voulais qui transcende à travers mon roman. Je voulais que quelqu'un, quand il lit ça, là, il me regarde, il dit « Wow, t'as passé à travers tout ça, oui. » Tu sais, un de mes fils, il m'a demandé, il dit « Papa, il dit, est-ce que c'est ton histoire? » Je dis « Non, Sébastien, je dis pas mon histoire. Si ça avait été mon histoire, ce serait bien pire que ça. » Mais quand même, il y a un petit peu de Julien dans ça. C'est certain qu'il y a un peu de moi là-dedans. Là. C'est mon premier roman. Des fois, là, je repense à ça, je me dis c'est un peu comme un premier album pour un auteur-compositeur. Tu sais, le premier album, il est tout le temps plus travaillé, il est tout le temps plus personnel. Souvent, il est écrit à première personne parce que l'auteur-compositeur, il traîne des chansons peut-être depuis l'adolescence. Puis là, finalement, ça sort, tu sais, peut-être 10 ans plus tard. Donc, il y a eu temps en masse de les intégrer, de les vivre, de les changer, de les retravailler. Un deuxième album, des fois, il est un peu plus moyen parce que là, il est moins proche de lui. Il va écrire selon des demandes de l'industrie, etc. Fait que là, c'est mon premier roman. Il est très, très collé sur ma réalité. J'aime tout de ça. Ouais. De votre côté, Lucie, vous nous ramenez à l'époque de la pandémie où vous avez posé un regard sur ce que les personnes de votre entourage vivaient. On est encore là dans des histoires vraies, des vrais humains. Est-ce que ça a été intimidant pour vous d'écrire sur des humains qui sont encore aujourd'hui vos voisins? C'est que personne n'est vraiment lui-même. Alors, j'ai pris un peu de l'un, un peu de l'autre, un peu de l'autre, et j'ai fait un personnage. Un personnage qui transporte avec lui une réalité, qui veut transmettre un message, qui va vivre à travers la pandémie des expériences personnelles que j'ai vues autour de moi. Ouais. Mais personne n'est vraiment... Personne n'est capable de se reconnaître. Tout le monde se reconnaît un peu. En tout cas, c'est ce que me disent mes voisins. « Ah, c'est un peu de moi ici. Ah. » Et ce que les gens me disent beaucoup, et ça me fait très plaisir, c'est « Ah, ça ressemble à la vraie réalité. Ils se ressemblent, ils se reconnaissent dans ce que mes personnages ont vécu. Ouais. Mais mes personnages, je les ai voulus... engageants, je les ai voulus un peu drôles, j'ai voulu que ce soit ludique. J'ai pas voulu que ce soit trop dramatique. Ils vivent leur drame de la COVID parce qu'on ne peut pas ne pas avoir vécu ce drame-là, surtout qu'on a été enfermés et qu'on était tout seul. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai voulu que ça soit comme ça reste léger. Alors mes personnages sont bon, c'est Germaine Grognon, ben vous le savez tout de suite. Elle gère, elle mène, puis jamais de bonne humeur. Monsieur Debout, lui, il mène la bataille. Et puis Annette Pipelette, c'est elle qui va raconter tout. C'est la potineuse. C'est la potineuse. Alors, tout le monde peut retrouver les gens de son entourage, les gens qui disent « Ah oui, ma tante est comme ça. Mais ce que j'ai voulu surtout, c'est que ça ressemble à des personnes qui ont 65 ans et plus.
c'est leur monde que j'ai voulu dépeindre, qui était mon monde aussi, parce que je l'ai vécu, ça. J'étais enfermée dans mon building où je vivais. Et ça a été très difficile, mais ça a été aussi une chance qu'on était tous ensemble. Oui. D'être rassemblés dans cette solitude-là, finalement. Exactement. On en a parlé un petit peu. Je serais curieuse de savoir l'histoire respective de vos livres. Je commence avec toi. C'est l'histoire de Guillaume. Guillaume, on va le suivre à peu près de l'âge de 14-15 ans jusqu'à 40 ans. Guillaume, c'est un jeune qui aurait pu avoir une vie bien facile, mais malheureusement, il vit dans une dualité. Il est pris entre sa réalité moderne. Guillaume, il était adolescent dans les années 80-90. Et chez lui, on lui a inculqué des valeurs religieuses qui sont plus de son temps. Puis il était pris entre ces valeurs-là puis la réalité. Ce qui fait en sorte qu'il s'est créé une grosse blessure à l'adolescence. Une grosse peine d'amour, mais plus que ça, une blessure vraiment intrinsèque. Puis il est parti comme ça dans la vie. OK. Puis ça part mal dans la vie. Alors, Guillaume, il est d'un obsédé. Obsédé, vous allez le lire dans le roman, il est obsédé sexuel, il est dépendant affectif, puis en plus de ça, il est alcoolique. Tu sais, il tombe dans les excès dans tout ce qui touche. Puis Guillaume, il est là, puis il n'est pas là en même temps. Il est comme pas conscient. Sa conscience n'est pas éveillée, il l'a endormi. Toute sa douleur, il l'a envoyée dans son subconscient, là, puis il vit un peu comme un petit robot. Il a une vie qui aurait pu être trépidante, là, Guillaume. Là. Il travaille dans un milieu où est-ce qu'il est bien en vue, puis il fait des choses qui sont le fun, puis il voyage beaucoup. Mais il est tellement poigné à l'intérieur, ça va tellement pas bien, là. Puis la couverture, ce que ça nous montre, c'est une phase dans l'existence de Guillaume où est-ce qu'il était plus capable de vivre avec les siens. Je l'image dans le roman en disant que Guillaume, il est comme en croisière. Lui, il est né pour être en première classe. Mais il passe son temps à descendre dans la classe, dans le cale du bateau, tu sais, avec les voyageurs clandestins, parce qu'il est plus capable de supporter la pression de vivre dans la société. Puis à un moment donné, comme c'est pas sa place, il remonte. Il n'est pas capable d'être en haut, il redescend, il remonte, descend, à un moment donné, il n'est plus capable, il se tire en bas du bateau. Puis il part à la dérive. Puis lorsqu'il va être je ne veux pas tout dévoiler les punchs, là, mais quand il va être dans sa dérive, là, c'est là qu'il va faire la connaissance de lui-même. C'est un moment vraiment charnière, ça, dans le roman. Là. Guillaume va finir par être obligé de s'apercevoir qu'il vaut quelque chose puis qu'il n'est pas tout seul. Même s'il est tout seul dans sa barque dans le milieu de l'océan, il n'est pas tout seul. Il va être loin d'être tout seul dans cette aventure-là. C'est ça. C'est intéressant quand même. J'ai hâte de voir le petit côté émotion que ça a dû brasser puis que ça a dû remettre à la surface en tant qu'auteur, parce que j'imagine quand on parle de son alter ego, ça peut venir chercher des petites choses. On va s'en reparler un petit peu tout à l'heure. De votre côté, parlez-moi un petit peu de l'histoire avec moi, j'ai ces deux belles faces-là en arrière, mais elles sont extraordinaires. L'histoire de Vieux un jour, rebelle toujours, quelle est-elle? Alors, c'est l'histoire, ça commence... c'est l'histoire d'un groupe de personnes âgées qui vivent dans une résidence pour personnes âgées, autonomes. Donc, ils ont chacun leur appartement et c'est le début de la COVID. Donc, on les enferme. Et on leur dit, maintenant, vous allez devoir rester chez vous, enfermés. On va vous amener votre repas. Et à ce moment-là, pendant quelques mois, ils vont vivre enfermés dans leur appartement. Alors, c'est tout comment ils traversent ça, d'être enfermés seuls dans leur appartement. Puis, ils vont commencer à sortir. Ils vont avoir le droit de sortir dehors. Ils vont avoir le droit de faire des petites choses. Mais là, c'est tout l'agissement duquel je vais parler dans mon roman. Moi, j'ai été extrêmement frustrée par ça. Hein? C'est là où c'est mon vécu. Et tout le monde autour de moi l'était parce qu'on nous traitait comme des imbéciles qui étions incapables de prendre des décisions tout seuls. On prenait des décisions pour nous, on ne nous demandait jamais notre avis, on ne voulait pas savoir ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas, on devait obéir. Et on a été relativement obéissants. Mais, tout comme mes personnages, ils ont essayé quand même ils se sont rebellés. Ils arrivent à un moment donné face à des décisions de l'administration qui sont vraiment stupides. Ils en arrivent à un moment donné qui disent « Bon, non, ça suffit ». Alors, ils vont se rebeller. Alors, ils vont se rebeller comme des vieilles personnes se rebellent. Alors, par de petits détails, par des petits gestes, mais ça va faire qu'ils vont être ensemble. Ouais. Ils vont créer une unité contre
contre ces règles idiotes, et puis pour se faire entendre. Ils veulent qu'on sache. Ils veulent avoir leur avis à dire. C'est pas normal. Comme le dit souvent Madame Oursin, c'est pas mademoiselle, vous pourriez être mon enfant ou même mon petit-enfant. C'est vrai. Ouais. C'est comme s'ils n'avaient pas de vécu. Alors, et ça, c'est quelque chose qui a existé à ce moment-là, qui existait déjà avant et qui s'est empiré avec la COVID. Ça s'est empiré et c'est un fait. Ça se vit dans les résidences de manière presque partout, c'est universel à travers le Québec. Voilà, Alors, quand même, des émotions aussi qui sont au travers de ça. Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez vécu, donc les émotions nous appartiennent. On parle d'âgisme, on parle de dépendance, on parle de solitude aussi dans vos 2 livres. Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous vous êtes senti, vous, en tant qu'auteur, dans vos émotions, de mettre ça sur papier, de vous reconfronter à ces anecdotes-là, à ces périodes-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va discuter au retour de la pause. De retour à l'émission de l'auteur au libraire. Aujourd'hui, on parle de romans basés sur des faits vécus. Et je vous rappelle bien sûr nos 2 auteurs invités aujourd'hui. Alors d'abord, Julien Thibault pour le livre À la recherche d'Angie, ainsi que Lucie Perelman pour Vieux un jour, rebelle toujours. Les 2 livres, bien sûr, sont disponibles aux éditions Crescendo. On va jaser un peu du processus que vous avez vécu, vous, en tant qu'auteur, au travers de l'écriture du livre. Mais juste avant, je serais curieuse de voir les thèmes que vous avez abordés. Julien, de ton côté? Bien, dans les thèmes à la recherche d'Angie, nécessairement, on parle de dépendance, là, parce que Guillaume, c'est un grand dépendant affectif, mais aussi de valeurs sociales, les discordances, disons, entre les valeurs familiales puis la valeur que l'individu veut bien mettre en œuvre dans sa vie. Je pense qu'il y a plein de monde là, qui ont été élevés dans des religions, pas obligés de catholiques, qui pourraient se retrouver là-dedans. Là. Puis après, bien, tu grandis comme adulte. Puis là, tu t'aperçois que ces valeurs-là ne sont pas les tiennes. Puis tu veux changer, mais tu ne sais pas comment. C'est ça qui arrive à Guillaume. Il veut changer. Il sait même pas qu'il veut changer, mais à un moment donné, il veut changer. À un moment donné, il veut plus vivre. Là. Puis dans son « je ne veux plus vivre », ça ne veut pas dire « je veux mourir », ça veut dire « je peux plus vivre comme ça ». Je veux plus vivre selon ces valeurs-là, Ouais, cette culture-là et tout ce qui m'entoure. Ça fait que Guillaume, il fait une grosse introspection. Puis il va changer. C'est sûr qu'il va évoluer au cours du roman. Là. Fait que ça, là, la dépendance, la religion, ça revient souvent. La sexualité débridée. Guillaume, il n'est pas conscient. Il subit sa vie, comprends-tu? Ça fait que ça revient souvent. C'est un thème qui revient souvent. Puis, tu sais, moi, quand j'écrivais, là, j'étais là, puis j'écrivais, puis je disais « Ah non, pas encore. Pas encore. » On dirait que ça me tentait pas de l'écrire comme ça, mais c'est ça, la vie de Guillaume, tu sais. Puis le pas encore étant pas encore parce que ça pouvait être quelque chose qui était, je vais dire, confrontant comme pour toi en tant qu'auteur, ou il est encore pris dans quelque chose? Quand j'ai commencé à écrire, là, j'écrivais au jeu. Moi, j'ai écrit ce roman-là, j'ai commencé en 2011, parce que je voulais regagner le cœur d'une femme. OK. J'ai été en couple avec une femme qui étudiait en littérature. Puis elle était anglophone. Elle parlait français, mais sa langue maternelle, c'est l'anglais. Mais elle faisait sa maîtrise en français. OK. Ça fait que je l'ai aidé beaucoup à faire la maîtrise, puis où j'écrivais, tu sais. Puis elle m'a dit, coudonc, c'est moi qui étudie là-dedans, mais c'est toi qui as le talent, tu devrais écrire. Puis c'est à partir de là. Quand on s'est laissé, je voulais la reconquérir. Je me suis dit, je vais écrire un roman. OK. À la recherche d'Angie. Mais en écrivant, je me suis aperçu que c'était pas ça l'histoire. J'imagine que le roman en cours de route a été totalement ailleurs. Je l'ai fait dormir un bout de temps, mon histoire, là. Puis oui, quand je l'ai reprise, c'est parce que moi, j'étais rendu ailleurs. OK. Et c'est là que je me suis aperçu que, personnellement, j'ai vécu une grosse blessure à l'adolescence. Alors là, je me suis servi de Guillaume là, pour me la sortir du système, si tu veux. Là. Pour sortir cette histoire-là, puisque tu avais pas pris avec ça. C'est ça. J'imagine que, puis j'arrive à vous dans quelques instants, Lucie, mais j'imagine qu'en tant qu'auteur, dans ce temps-là, ça brasse bien des émotions, puis il y a certains moments où ça peut être un petit peu confrontant, d'autres moments rassurants. Comment tu t'es porté à travers ça? Quand j'ai écrit, là, vraiment, à partir du moment où je me suis mis à écrire, j'écrivais la vie de Guillaume. Personnellement, mon cheminement, je l'ai fait, mais pas nécessairement dans l'écriture. Tu sais, quand j'ai dit que j'ai laissé l'histoire dormir, là, peut-être de 2011 à 2015,
c'est parce que c'est moi qui ai eu, à un moment donné, à travailler sur moi. OK. C'est en me regardant, puis en me décortiquant, puis en voyant comment j'étais fait, que là, j'ai enlevé ce qui était pas bon pour regarder qu'il y avait de meilleur de Julien. Fait que moi, mon ménage était fait. Quand je me suis remis à écrire en 2015... Là, c'était le temps de faire le ménage de Guillaume. C'est ça. Parce que probablement qu'avant, ça aurait été trop difficile émotionnellement. OK. Tandis que là, j'étais un peu détaché par rapport à ça, parce que mon ménage, moi, il était fait ou en train de se faire. Mais c'est sûr que quand je te dis que des fois, je dis « non, pas encore », là, c'est parce que je me voyais, là, voyons, je me suis pas fait vivre ça, moi, là, tu sais. Ah, mais ça doit être un miroir qui doit être particulier à porter, mais qui est tellement, au final, lumineux puis inspirant pour les gens qui vont lire cette histoire-là. C'est ça, mais les gens, il faut bien qu'ils retiennent que c'est pas la vie de Julien, parce que j'ai des choses là-dedans qui sont copier-coller de ma vie, mais d'autres qui sont complètement inventées. Ouais. Là. Mais l'émotion, c'est là que je vais en aller. L'émotion qu'on va ressentir à travers le parcours de Guillaume, ça, je l'ai vécu. J'aime ça. Ouais. De votre côté, Lucie, nécessairement, vous avez dit vous avez eu des muses autour de vous. Il y a des thèmes, dont entre autres l'agisme, que j'entends beaucoup dans votre livre. Puis nécessairement, mais c'est tout aussi ce que notre société a vécu à ce moment-là. Comment vous avez épuré justement ces thèmes-là pour les mettre dans votre histoire? J'ai choisi de parler de certaines... J'ai voulu parler des mots de la vieillesse, du fait de vieillir, comment c'était à travers mes personnages et à travers la COVID. Donc, la COVID était le support, hein? C'était ce support-là avec tout... J'y mets toutes les restrictions qu'on avait au fur et à mesure et qui venaient atteindre la vie de mes personnages. Et chaque personnage porte en lui quelque chose qu'il veut dire ou comment il passe à travers la maladie, comment tu acceptes que ton corps, il répond plus comme il voudrait. Comme par exemple, Germaine Grognonne, elle a la COVID et quand elle revient affaiblie et elle est incontinente. Comment elle va accepter son incontinence? Et chaque personnage porte comme ça en lui quelque chose, un mot de la vieillesse que je vais développer tout au long du livre. J'ai un personnage qui, tranquillement, devient sénile. J'en vois autour de moi, là où je vis. C'est une réalité. Puis on en voit tous. J'ai envie de dire que ce soit dans nos familles, nos proches, notre voisinage. J'entends que le contexte de la pandémie est là au niveau du cadre temporel, mais c'est des réalités que monsieur, madame, tout le monde vit, peu importe notre âge. Là. Exactement. Et on a tous des manières de vieillir différentes. Et il y a un petit fardeau. La vieillesse, il y a un fardeau avec la vieillesse, mais il est différent de l'un à l'autre. Par exemple, un de Madame Oiselet, un de mes personnages, elle, c'est ses enfants qui veulent mener sa vie. Combien il y a de personnes âgées qui se font mener par leurs enfants, qui ne peuvent pas prendre de décision, qui sont tout d'un coup, parce qu'elles sont plus vieilles, elles n'ont plus la capacité de faire leur choix elles-mêmes. Tout est toujours remis en question. Alors, chaque personnage, à l'intérieur de ça, vit sa réalité et il règle un problème aussi. Mais aussi, ça montre que vieillir, ça veut dire aussi, ça peut être aussi hyper excitant et qu'on peut vivre des choses vraiment géniales et qu'on peut faire des choses qui sont très différentes et de s'accomplir en vieillissant. Vieillir, ça ne veut pas dire seulement que c'est dur et pénible. Oui, il y a des côtés, mais il y a aussi le côté qu'on a toute une liberté quand on est vieux. On n'a plus besoin de travailler, on a notre pension qui tombe, et puis on peut vivre nos rêves. Eh bien, il y a là-dedans, à l'intérieur de ça, chaque personnage va vivre aussi ses rêves. Alors, ça se veut quand même positif. Et moi, je vis ma vieillesse comme ça. Bien, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça vous a re-questionné par rapport au comment vous vivez votre propre vieillissement? J'ai envie de dire comment vous évoluez en tant que femme qui devient de plus en plus mature avec le temps. Exact. Et moi, j'ai pris des décisions très... Quand j'ai décidé de prendre ma retraite, pour moi, c'était clair que c'était un moment où j'allais faire ce que je n'avais pas eu encore le temps, la possibilité de faire parce qu'on est mère de famille, on a un travail, on a une maison. On sait qu'être une femme moderne, ça demande beaucoup d'énergie. Effectivement. Et l'écriture en est une.
Hein, j'ai choisi d'écrire. C'était quelque chose que je portais en moi depuis longtemps. Et bon, ça, c'est mon deuxième roman. Depuis, j'en ai écrit 2 autres. C'est important de vivre ses rêves. Moi c'est qu'on s'est acheté un VR et qu'on va se promener à travers l'Amérique. Wow. C'est ça. Mais chacun peut vivre son rêve. Un rêve, ça peut être tout petit. Ça peut être une toute petite chose. Mais ce qui compte, c'est de vivre ses rêves en vieillissant. De ne pas penser que « Oh mon Dieu, je suis vieux. Oh mon Dieu, je ne suis pas capable. » Et c'est beaucoup comme ça que les gens sont perçus en vieillissant. C'est comme si l'âgisme, c'était plate. C'est plate vieillir. Non, c'est pas plate vieillir. Pas du tout. Ça peut être quelque chose de vraiment passionnant, vieillir. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de résilience dans vos 2 livres, puis on va en parler au retour de la pause, hein, justement, du message que vous avez voulu transmettre. J'imagine, à travers les défis de Guillaume, Julien, bien, il y a de beaux apprentissages et beaucoup de courage qui sortent de ça. Et comme à travers les épreuves qu'ont vécues les personnages dans Vieux un jour, rebelle toujours, bien nécessairement, on entend qu'il y a beaucoup d'espoir puis qu'il y a beaucoup de dynamisme au bout de ça. Bref, j'ai hâte de voir ce sera quoi votre réponse au retour de la pause. Restez là. C'est toujours agréable de voir des histoires inspirées de faits vécus et c'est ce dont on parle aujourd'hui à De l'auteur au libraire avec nos 2 auteurs invités, Julien Thibault pour le livre À la recherche d'Angie ainsi que Lucie Perelman pour Vieux un jour, rebelle toujours. Je suis curieuse de savoir avec quoi vous voulez que vos lecteurs repartent après avoir lu vos 2 livres respectifs. Julien? J'ai commencé à écrire, c'était très nombriliste là, parce que j'écrivais une histoire qui est vraiment collée sur ma réalité. Mais là, plus que j'avançais, c'est devenu vraiment une fiction. Alors, ce que je réalise, c'est que les lecteurs qui me donnent des commentaires, ils passent un beau moment. Oui. Ils ont du fun à lire ça. Oui, des fois, ils sont tristes, c'est sûr. Des fois, ils vont rire. Il y a de l'érotisme beaucoup aussi dans le roman. Ça fait que des fois, ils sont émoustillés. Ça, je me le fais dire. Ils vivent des vagues d'émotions de différentes manières. Donc, ce que je veux, dans le fond, là, c'est que la personne, surtout que là, on est l'été, passe un beau moment en compagnie de Guillaume dans son univers. J'en demande pas plus que ça. Je n'essaie pas que les gens repartent de là avec une grosse leçon de vie. C'est fait pour se divertir, ce roman-là. J'aime ça. Ouais. De votre côté? Bien, c'est sûr que ce que je veux beaucoup, c'est que les gens, ils se retrouvent. Et tout le monde va se retrouver sur comment c'était difficile aussi de vivre la COVID. Et aussi, toutes les décisions qu'on a prises ou qui ont été prises pour nous et qu'on a été obligé de vivre avec et qui ont eu des conséquences. Mais aussi que la vie, c'est beau, puis que mes personnages, ils sont agréables à aller avec eux dans le temps, puis à passer, parce que ça se passe sur à peu près 3-4 mois, passer ces 4 mois avec eux, et qu'au bout de la ligne, c'est beaucoup l'amitié et la camaraderie qui vont aider mes personnages à passer à travers, comme dans la vie. Hein? Les amis, c'est important. L'amour, c'est important. Puis faire ce qu'on aime, c'est important. Définitivement. Et je suis contente quand même que la retraite vous ait amené une vie d'auteur. Je trouve ça très, très inspirant, définitivement. Là, j'entends que c'était une fenêtre dans le temps pour cette histoire-là. Est-ce qu'on peut espérer d'autres fenêtres dans le temps pour d'autres livres, d'autres projets pour la suite, Lucie? Oui. Ben, l'écriture, maintenant, fait partie de ma vie. Oui. Alors, je ne peux plus m'en passer. C'est votre retraite 2.0. C'est ma retraite 2.0. Alors, je suis toujours dans un projet puis dans un autre. En ce moment, je suis en train d'écrire un autre roman, mais celui-là, c'est l'histoire d'un couple et je l'écris avec mon mari. Alors, comme ça, il y aura la partie avec la vision masculine et moi, la vision féminine. Et aussi, j'ai le projet d'écrire un petit guide pour les véristes, ceux qui partent en voyage en VR, le petit guide pratique. Oh, wow! Alors... Je serais une première lectrice. J'ai envie de devenir une vériste. On va dire ça comme ça. Mais on va souhaiter bonne continuité pour ces beaux projets-là. Merci. De ton côté, Julien, dis-moi que ce ne sera pas le dernier tome de tous tes livres? Non, ce ne sera pas le dernier. J'ai des projets qui sont en cours d'écriture. J'ai une suite à ce roman-là que j'ai commencé, que je laisse dormir parce que je trouve ça trop dur de la continuer. OK.
En attendant, j'écris un recueil de nouvelles. Je m'amuse à faire ça. Mais aussi, au fil du temps, j'ai écrit énormément de sketchs d'humour que j'ai jamais eu le guts d'aller jouer. OK. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je les publie. Tu sais, peut-être que ça me déniaiserait puis que je me dégênerais, ou carrément que quelqu'un d'autre que moi va les jouer, ou simplement les gens vont rire en le lisant, là. J'ai ces 3 projets-là en cours de route, mais tu sais, déjà ce matin, j'ai travaillé sur un des 3, ça fait que je suis actif là-dessus. Je suis pas encore à la retraite, je peux pas m'y mettre à temps plein, là. Fait que ça prend un peu plus de temps avant que les projets débloquent, mais j'en ai tout plein de projets, là. Mais quand même, ça pourrait être maintenant de l'auteur au libraire à l'humoriste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sait-on jamais. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, finalement. Mais oui, définitivement. Puis j'attends entendre vos histoires, votre intérêt, puis de mettre justement une petite dose de réel à travers les livres. Je trouve que ça amène un petit peu de magie et je trouve que ça attise notre curiosité humaine. Vraiment, là, on aime tous ça, s'imaginer quelqu'un de notre entourage, qu'on se dit que ça pourrait être lui. C'est toujours le fun. On invite bien sûr les gens à se procurer vos 2 livres. Je les réitère, je les rappelle. D'abord, À la recherche d'Angie pour Julien Thibault aux éditions Crescendo. Julien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Hey, merci à vous. C'est super qu'on ait cette émission-là à Télémac. Vraiment, c'est une belle vitrine pour les auteurs, là. Je suis très reconnaissant d'avoir été choisi comme invité à votre émission. C'est un beau privilège que tu aies été là, tout comme Lucie Perelman pour Vieux un jour, rebelle toujours. Ça a été un plaisir de découvrir l'univers de ces 2 beaux personnages. Je pense que jusqu'ici, c'est mes chouchous, je dois les avouer, pour ce livre-là. On va souhaiter qu'on apprenne à vieillir davantage bien et mieux avec cette histoire-là. Merci. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été là. Bien sûr, pour vous procurer ces 2 livres-là, je vous invite sur le site web des éditions Crescendo. Et quant à moi, je vous retrouve une prochaine semaine pour découvrir d'autres auteurs au libraire.